aujourd'hui, cette conférence sur Ilya Répine se déroule dans un contexte particulier, celui de la guerre en Ukraine. Enfin, c'est une invasion, bon, qui nous fait tous frémir, dont on ne sait pas comment ça va se terminer. Enfin, il y a déjà des crimes de guerre, mais ce n'est peut-être que le début. Enfin, on est tous très inquiets. Et la semaine dernière, le mois dernier, c'était la collection Morozov. Alors, ce sont deux expositions que Vladimir Poutine a suivies de très près, parce que c'est ce qu'on appelle son soft power, hein, c'est de la propagande pour lui. Donc, il s'est impliqué personnellement dans tous les aspects logistiques et administratifs qui pouvaient coincer, parce qu'il y tenait. Bon, ben, finalement, il a mieux réussi ça que sa logistique de guerre, qui n'a pas l'air terrible, hein, mais qui fait, hélas, bien plus de dégâts. Alors, bien sûr, ce n'est pas parce qu'on présente des peintres russes qu'on cautionne ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui ne nous empêche pas de lire Tolstoï, de voir les pièces de Tchekhov, les ballets russes, les musiciens russes et la peinture russe. Nous savons apprécier les œuvres de l'art en sachant faire la part des choses, bien entendu. Néanmoins, il y a Répine, qui est né en 1844. Il est né en Ukraine, dans un village de garnison, une petite ville de garnison qui se trouve à côté de Kharkov. Et donc, il est à la fois russe et ukrainien. Alors, je ne veux pas trop m'attarder sur ces aspects, mais à cette époque-là, Kharkov est une ville fondée par les Russes en 1650, et les trois quarts de l'Ukraine ont toujours été russes depuis 750 jusqu'à la révolution de 1917, et c'est le cœur de la Russie. On sait bien qu'on voit bien à la télévision tous les soirs que les Ukrainiens qu'on interviewe parlent russe. Hein, vous remarquez des Ney, Davai et compagnie, les quelques mots de russe qu'on peut reconnaître. Donc c'est ce qui rend cette guerre encore plus atroce. Donc il est difficile d'en faire abstraction. Donc Ilya Répine, né en 1844, mort en 1930, c'est sans doute le plus grand peintre russe, le plus grand peintre du 19e, c'est certain, et peut-être, on peut dire que c'est le plus grand peintre russe tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Il a été célèbre et apprécié de son vivant, il a été membre de l'Académie et aussi membre de la Société des expositions ambulantes, donc des peintres ambulants, dont il était la figure majeure, on peut dire emblématique. Et il a été considéré comme une gloire par le régime soviétique qui a continué à porter ses œuvres au pinacle, parce que vous verrez qu'il y a bien sûr une dimension sociale, il y a un réalisme social chez Répine, hein, qui est conforté par sa formation académique et son goût aussi pour la nouveauté. Il est arrivé à Paris au moment de la première exposition impressionniste, et même s'il ne s'est pas converti immédiatement à l'impressionnisme, c'est quelque chose, bien sûr, qu'il a marqué et qu'il a su utiliser dans sa peinture. Donc, il naît en 1844 à Tchougouïev. C'est une petite ville de garnison juste à côté de Kharkov. C'était là qu'ont parqué en somme les militaires, puisque son père était un sous-officier de l'armée russe, des lanciers. Il était fourrageur, c'est-à-dire qu'il avait la charge, il s'occupait des chevaux, hein, parce que dans les armées de l'époque, évidemment, les chevaux jouaient un très grand rôle, puisqu'il n'y avait pas de véhicules motorisés. Et les chevaux, il fallait les soigner tous les soirs et les nourrir, bien sûr. Donc c'était un poste important. Et il a fait 3 campagnes militaires, son père, et puis vers la fin de son engagement militaire, il a commencé à travailler comme marchand de chevaux, et puis il a continué, lorsqu'il a pris sa retraite, comme marchand de chevaux. Donc vous voyez, c'était lui-même un serf, hein, qui a été, le servage a été aboli en 1861 ou quelque chose comme ça, oui. Et donc, c'est une ascension sociale, mais modeste, hein, puisque vous voyez, c'est un sous-officier de l'armée
et un maquignon, un marchand de chevaux. Donc, en 1844, naissance de Ilia Répine. Il a des sœurs aînées. Et à l'âge de 10 ans, il entre à l'école topographique militaire de Tchougouïev, hein, parce que certainement, déjà, on a remarqué son talent pour le dessin. En 1857, il entre dans un atelier de peintre d'icônes. Donc là, on voit que ses penchants artistiques ont été manifestes pour tout son entourage, pour ses parents, et c'est pour ça qu'ensuite, de 1859 à 1863, on va le voir peindre des icônes pour les églises de Tchougouïev et des environs. Hein. C'est un peintre d'icônes, comme il y en avait bien sûr beaucoup à ce moment-là en Russie. Néanmoins, il ne s'arrête pas là et en 1864, il va s'installer à Saint-Pétersbourg pour entrer à l'académie. Mais on n'est pas reçu à l'académie de peinture comme ça. Donc il va passer un an d'études de préparation à la Société d'encouragement des arts, hein, donc une société finalement qui prépare les étudiants à l'entrée à l'académie. Il est reçu à l'académie en 65, l'Académie impériale des beaux-arts, et il y poursuivra ses études pendant plus de 6 ans. Et c'est en 1876 qu'il sera reçu comme membre de l'Académie, comme académicien, donc de l'Académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire, bon, bien sûr, pour toute la Russie. Alors voilà sa première toile, qui est une toile qui représente des étudiants en train de préparer leurs examens. Alors vous voyez comment il les prépare. L'un en faisant la sieste, c'est toujours la méthode la plus utilisée par les étudiants hein, de nos jours, parce qu'il faut récupérer des fêtes qu'on peut faire le soir. Et l'autre, tout simplement, alors là vous allez le voir, on voit tout de suite le gros plan. Alors, vous remarquez déjà la facture hein, parfaite, hein, un beau travail académique. C'est la première œuvre qu'il présentera à l'Académie. Et là, vous voyez le second étudiant qui est en train, tout simplement, d'envoyer un baiser à la jeune femme qu'il aperçoit par la fenêtre. La voisine d'en face à sa fenêtre, un thème qui intéressait aussi beaucoup les étudiants. Et donc, à cette époque-là, il y en avait certainement beaucoup plus, parce que quand on voulait lire, on n'avait pas l'électricité, on n'allumait pas la lampe à pétrole, on se mettait bien sûr à la fenêtre. Ce qu'on peut faire encore de nos jours, bien sûr, heureusement, qu'on sera peut-être amené à faire plus souvent dans les années à venir. Donc, voyez déjà ce tableau avec une note d'humour et une facture parfaite. Hein. C'est un très bon dessinateur, toute sa vie sera un très bon dessinateur, un sens de la couleur, et ce tableau, bien sûr, sera apprécié à l'Académie, et il va le mettre en vente, il va le confier à un marchand d'art de la fameuse perspective Niouski. Vous savez, la perspective Niouski, c'est l'équivalent des Champs-Élysées. Et là, il va être dans la vitrine de ce marchand d'art, et il se vendra très vite. Et avec l'argent de cette première vente, il va pouvoir acheter les matériaux pour réaliser sa grande toile de réception à l'Académie, celle qu'il présentera en 1871, et on va y revenir. Donc, vous voyez, il a eu une formation, il est parti du bas de l'échelle, hein, comme dessinateur géographe, hein, car vous savez, c'était très important à l'époque, on n'avait pas bien sûr les cartes Michelin, hein, donc avant de faire la guerre, il fallait quand même connaître le terrain, et pour ça, on avait des topographes qui montaient sur de grandes échelles ou sur des collines, et qui essayaient de représenter le relief de la région dans laquelle on voulait mener la guerre. Donc les topographes avaient un très grand rôle à ce moment-là. Et c'est le début aussi de la géographie. Donc ensuite, peintre d'icônes, et donc la tradition russe la plus profonde, hein, la plus importante, et là, la facture académique. Il a suivi tout un cursus. Alors les deux étudiants, il était bien sûr, il avait eu une connaissance, un certain Petrov, un ami de sa famille, qu'il avait hébergé, avec ses deux neveux, Alexei et Alexandre. Et donc il préparait les études, c'est ce qu'on voit dans le tableau précédent.
Et ses deux neveux avaient une petite sœur qui avait une dizaine d'années lorsqu'il a commencé à les rencontrer, lorsqu'ils étaient colocataires. Sa petite sœur s'appelait Vera Chestova. Et il l'a peint ici lorsqu'elle a l'âge de 14 ans, en 1869. Et en 1872, donc quand elle a 17 ans, ils vont se marier. Donc vous voyez comment les choses se sont passées. Un ami de la famille, on est hébergé parce que, étudiant pauvre, il tombe amoureux de cette Vera, qui est plus jeune que lui, puisqu'elle est née en 1855 et lui en 1844, elle a 11 ans de moins. Ils vont s'épouser donc en 72 et ils auront assez vite 4 enfants. Donc vous remarquez là la facture très différente de celle du tableau précédent. Ici, il y a un gros travail sur les aplats. Bon, là, on est en train de voir le gros plan sur le visage, très détaillé, mais pas aussi léché que ce qu'on avait vu dans le tableau précédent. Remarquez aussi ce grand talent de portraitiste qui éclate dans le regard qu'il donne à son modèle. Et puis là, le zoom recule et vous allez plus apprécier ce travail d'aplat. On n'essaie pas de donner un sentiment de relief et de profondeur. Les couleurs sont posées en aplat. Vous voyez le corsage noir, vous voyez la jupe rouge avec un motif bleu-vert, je ne sais pas. Mais vous voyez comme c'est posé en aplat. Il n'y a pas un sentiment de profondeur et de relief. Bon, et c'est volontaire. Alors là, je me dis qu'il y a aussi sans doute sa technique de peintre d'icône qui apparaît. Mais pour nous, c'est aussi quelque chose de très moderne, de moins conventionnel et d'apprêté que le tableau précédent. Autre exemple de portrait qui a l'air d'être réalisé très vite, très vif, c'est celui de son frère Vassili Répine. C'est son frère cadet, né en 1853, donc qui a 9 ans de moins que lui, et qui est dans un costume plus traditionnel, qui a quelque chose d'un peu de folklorique pour nous, bien sûr, je ne sais pas s'il l'était déjà à l'époque. Et la facture, là aussi, est beaucoup plus libre. On sent que c'est beaucoup plus rapide comme réalisation. Du moins, c'est l'impression que ça donne. Et là encore, un portrait très vivant. Alors, son frère, il le peint en 1867 parce que c'est l'année où il le rejoint à Saint-Pétersbourg. Parce que lui, il va rentrer au conservatoire de musique. Ça deviendra un instrumentiste, des pupitres, des instruments avant, qui jouera dans l'orchestre symphonique un des orchestres symphoniques de Saint-Pétersbourg, et qui épousera la sœur aînée de Vera. Donc, mariage croisé. Et voici la fameuse grande toile qui sera son morceau de réception à l'Académie, enfin de réception, son grand prix, on va en reparler. Huile sur toile de 2,29 m de haut et 3,82 m de large. Donc c'est un grand morceau et qui représente donc un sujet religieux, la résurrection de la fille de Jaïr. Bon, je n'ai pas pris le temps de relire tous les évangiles pour savoir quelle était cette fille de Jaïr. C'est un épisode qui ne nous dit pas grand-chose, ça doit être très mineur sûrement dans les évangiles. Alors ça, c'est typiquement un sujet académique. Vous savez que quand on parle de l'Académie des Beaux-Arts, et quand on est russe, bien sûr, le modèle, c'est l'Académie des Beaux-Arts française, de l'époque de Louis XIV. Et vous savez, Catherine vous l'a dit déjà plusieurs fois, le grand genre en peinture, c'est la peinture d'histoire. Et la peinture d'histoire, c'est en fait celle qui traite des sujets mythologiques. Donc la mythologie gréco-latine, parfois aussi l'histoire latine telle qu'on la connaît à travers quelques écrivains, et puis aussi ce qu'on peut appeler la mythologie judéo-chrétienne. On va chercher dans la Bible des passages plus ou moins célèbres, plus ou moins obscurs, dans les évangiles aussi, et c'est l'occasion d'étaler ses connaissances érudites et de présenter des sujets complètement déconnectés de la réalité de tous les jours, avec des costumes exotiques. Donc ça, c'est l'académisme pur. Et cette tradition académique, en Russie, elle est encore plus vivace qu'en France. En France, au début de l'année, Catherine vous a présenté Jérôme,
un peintre académique, qui lui aussi vous présentait Phryné devant l'aéropage, ou des jeunes Grecs combattant avec un coq dans des tenues invraisemblables. Hein. Donc, bon, c'est ce genre de peinture hors sol, déjà, Courbet, en France, le critiquait ouvertement. Vous savez qu'il avait une rivalité avec Delacroix, et il aimait répéter ce bon mot, il disait « Monsieur Delacroix peint des anges. Je ne sais pas s'il les peint bien, je n'en ai jamais vu. » Donc, c'est pour montrer qu'il y a bien sûr des revendications qu'on va retrouver aussi chez Zola, par exemple, quand il écrira l'œuvre consacrée à la peinture. Il dit, oui, mais les peintres doivent s'engager dans leur époque. Et ils doivent peindre leur époque. Et ils doivent peindre le peuple. Ils doivent peindre les injustices. Ils doivent peindre ce qui fait la grandeur de l'homme. Et pas des sujets mythologiques, tirés par les cheveux, etc. Bon, il y a cette revendication. Alors ici, néanmoins, pour revenir à ce tableau, vous voyez que... Alors là, celui-là n'était pas présent à l'exposition, donc c'est une photo que j'ai téléchargée depuis le musée d'État russe de Saint-Pétersbourg. Cette partie-là, bon, je ne sais pas si c'est que le tableau n'a pas été restauré, elle a l'air un peu faible, mais cette partie-là a l'air très intéressante, hein, malheureusement je ne peux pas zoomer dedans. Et cette fille de Jaïr qu'on voit ici gisante, eh bien Répine, pour la peindre, déclare s'être inspirée de la mort de sa sœur aînée, qui est morte à l'âge de 15 ans, et ça l'avait profondément affectée. Et c'est pour ça aussi qu'on a l'impression que cette partie-là du tableau a l'air très vivante, parce que justement il y a mis une partie de lui-même. C'est pour montrer aussi que même dans l'académisme, on peut avoir un sentiment de réalisme, on peut avoir des préoccupations humanistes et les faire passer, hein, bien sûr. Donc voilà, ce tableau, grand succès, et ça va lui valoir une bourse d'études. Il va décrocher l'équivalent d'une médaille d'or, il décrochera, je crois, il décrochera une médaille d'or, et on va lui donner une bourse d'études de 6 ans. Ce qui arrange quand même considérablement l'affaire de ses parents et de lui-même, parce que peut-être il avait contribué avec l'argent qu'il avait gagné dans sa jeunesse. Il va avoir donc 6 ans d'études payés par l'Académie, 3 ans à l'Académie et 3 ans à l'étranger. Il va pouvoir faire un voyage d'études de 3 ans dans toute l'Europe. Donc, gros succès de cette peinture qui, bien sûr, a eu toutes les éloges de l'Académie et du public. Mais en même temps, lui, il a peint ce tableau, les Haleurs de la Volga, vous voyez, qui est de la même époque, qu'il a commencé en 1870 et qu'il va reprendre jusqu'en 1873, parce qu'à partir de 1868, il fait un voyage en bateau sur la Neva, avec un bateau à vapeur, et en août 70, il va séjourner aux environs sur la Volga, et aux environs, et il va faire énormément de croquis des haleurs. Il va aussi les interroger, prendre des notes sur leur vie. Il va beaucoup s'intéresser à ces personnes, et il va réaliser ce tableau absolument fantastique, hein, qui a tout de suite eu un énorme succès, parce qu'il représente ces haleurs qui sont traités comme des bêtes de somme, hein, parfois pour traiter des bateaux. On dit que j'ai lu que pour tirer un bateau aussi gros que celui qu'il tire, en fait, il n'en faudrait pas une douzaine, comme ici, mais une quarantaine. Parce qu'évidemment, simplement, dans la Russie de cette époque, ça coûte moins cher d'utiliser des hommes comme bêtes de somme, plutôt que de chercher à avoir des bœufs et des chevaux. Hein, donc c'est quand même triste. Mais malgré tout, vous voyez, il n'y a pas de pathos exagéré. Il y a une suite de portraits très individualisés qui nous montrent cette réalité. Hein, cette réalité et finalement, regardez là, le jeune qui a l'air, lui, de ne pas courber complètement l'échine. Donc ces hommes ont gardé leur dignité humaine et c'est ce que représente le peintre ici. Donc ce tableau a beaucoup touché parce que d'une part, il décrit une certaine misère de la condition humaine et en même temps, il exalte la résilience du peuple russe.
Alors, pour réaliser ce tableau, il avait fait beaucoup d'esquisses, mais il ne s'est pas lancé comme ça dans une toile, la réalisation d'une toile de 3 mètres, hein, parce que ça coûte très cher, etc., les matériaux. Donc, il a cherché un commanditaire. Et grâce à l'Académie, il en a trouvé un dans la personne du grand-duc Vladimir Alexandrovitch, le fils du tsar Alexandre II, mais pas celui qui va régner, c'est le cadet. Donc il lui passe commande, ce qui lui permet d'achever cette œuvre. Alors cette œuvre, en 1871, dans sa première version, elle va obtenir le premier prix de la Société d'encouragement des arts, où il avait été élève 2 années auparavant. Et en 1873, elle sera présentée à l'Exposition universelle de Vienne, en Autriche, où elle décrochera la médaille d'or. Donc vous voyez à ce moment-là, il n'a pas encore complètement fini ses études à l'Académie, et déjà, c'est un peintre qui décroche une médaille d'or à l'Exposition universelle de Vienne, donc c'est déjà un peintre célèbre. Alors ça, bien sûr, ce tableau, il plaisait moins aux académiciens que la résurrection de la fille de Jaïr, hein, c'est pas la peine de le préciser. Mais il va plaire beaucoup plus à une autre frange de la société, celle des intellectuels progressistes, qui bien sûr jouent toujours un grand rôle en Russie, et aussi de ce qu'on appelle les peintres ambulants. Je vais y revenir dans quelques minutes. Auparavant, il faut vous présenter ce tableau d'un autre admirateur de Répine. Il s'agit de Vladimir Stassov. Vladimir Stassov, qui à cette époque est considéré comme le critique de peinture le plus influent qu'on puisse trouver en Russie. C'est lui qui donne le ton. Et Stassov va très vite repérer Poutine, va très vite se lier. Répine, j'étais sûr que je ferais le lapsus. Une fois. Allez, 15 points, on va jouer un tennis Répine. Donc, il va repérer Répine, ils vont devenir amis, et c'est une amitié qui nous a laissé une très grande correspondance, parce que Répine a aussi un véritable talent épistolaire. Il écrit beaucoup, c'est un intellectuel, il appartient vraiment à l'intelligentsia, et on verra aussi qu'il s'intéresse énormément à la musique. Donc c'est quelqu'un qui va fréquenter les milieux intellectuels russes avec assiduité, et il jouera un rôle de premier plan. Donc ici vous remarquez ce tableau, alors ce tableau qui date de 1973, donc la même époque que les... Alors, vous voyez ce talent de portraitiste. Donc là, c'est pas comme ceux qu'il a fait pour sa famille. Ici, c'est complètement achevé, dans un style qu'on pourrait dire académique, si ce n'est la beauté du visage, hein, qui est avec ici, on sent par endroits les coups de brosse, et en même temps, il y a tous les poils de la barbe qui ont été soigneusement dessinés, hein, et il y a une présence, alors que le modèle regarde ailleurs, hein, il y a une présence remarquable. Regardez aussi la beauté des Noirs dans le costume. Hein, et ça aussi, c'est pas facile à représenter, à faire ressortir comme ça un sujet tout noir. Et bien sûr, depuis Rembrandt et Hals, c'est un morceau de bravoure pour les peintres qui montrent leur excellence et leur virtuosité en réussissant à faire de grands tableaux où le personnage est complètement habillé en noir, avec le visage qui éclaire le tableau. Donc un très beau tableau, témoin aussi d'une longue amitié. Donc je vous avais dit, il a gagné le concours, il a sa bourse et il va pouvoir étudier à Paris. Et il part à Paris, mais bien sûr, il n'est pas seul. Si vous voulez, ces voyages, cette formation à l'étranger, qui s'achève généralement à Paris, c'est l'équivalent du prix de Rome en France, quand on envoie nos artistes à Rome, à l'école française de Rome. Eh bien, les Russes les envoient à Paris, où quelqu'un les accueille. Il y a c'est un peintre qui s'appelle Bogolyubov, qui les accueille, qui leur fait connaître la communauté russe présente à Paris, et qui leur fait connaître aussi les artistes parisiens, l'intelligentsia parisienne, dans laquelle ils vont pouvoir s'épanouir. Donc c'est pour ça qu'il arrive et qu'on voit cette photo qui représente un peu toute la tribu
qui va arriver, puisqu'il n'est pas le seul artiste, il y en a plusieurs. Donc il est là, Poutine, hein, au milieu. 2 fois, 30 points. Répine. Donc il est ici au milieu, hein, et sa femme, Vera, est là avec leur premier enfant, à moins que ce soit ses 2 enfants. Non, mais vu la date, je pense que c'est le premier. Parce que elle peut pas, enfin, ne peut pas avoir déjà 2 enfants aussi grands. Donc je pense que là, elle a la première fille, Vera, elle s'appelle elle-même Vera, sur ses genoux. Vous voyez qu'il y a, je crois, à peu près autant d'hommes que de femmes, hein. Chacun de ces jeunes gens est venu avec son épouse, et certains ont des enfants déjà un peu grands, hein, comme celui-là. Donc voilà, alors donc il est parti en 1873 de Russie, il est allé bien sûr à Vienne, à l'exposition universelle, pour recevoir sa médaille, hein, le moindre des choses. Ils ont ensuite continué vers Venise, Florence, Rome, Naples et Pompéi. Et puis ensuite, ils sont venus s'installer à Paris, avec peut-être des excursions en Hollande, qui sait, hein, mais il en a fait plus tard, mais je ne sais pas s'il en a fait à l'occasion de son premier voyage. Et bien sûr, quand ils sont à Paris, ils rencontrent tout ce qu'on peut rencontrer à Paris. Et l'été, eh bien l'été, on lui conseille d'aller passer l'été en Normandie pour découvrir la côte normande, hein, que les peintres impressionnistes aussi connaissent à ce moment-là. Et puis vous savez qu'il y a aussi l'école de Barbizon, qui a prêché le retour à la nature, qui existe aussi à cette époque-là, hein, ce qui fait que le fait d'aller au contact de la nature et de peindre parfois sur le vif, c'est quelque chose, bien sûr, d'assez naturel en 1870. Alors je vous rappelle que la première exposition impressionniste s'est tenue à Paris en avril 1974, dans l'atelier Nadar. Il y avait Degas, Boudin, Monet, Cézanne, Renoir, Berthe Morisot, Sisley, Pissarro, et donc ça, Répine a pu le voir. Il a pu voir cette exposition. Malheureusement, bon, je n'ai pas trouvé de compte-rendu de sa part. La deuxième exposition a lieu en avril 1976. Répine est encore à Paris. Là, il y a Caillebotte, Monet, Sisley, Morisot, toujours, Pissarro et Renoir. Et là, dans une lettre à Stassov, qui lui, bien sûr, est resté en Russie, Répine écrit « Cette fois-ci, Manet a été refusé au salon. Et maintenant, il a ouvert une exposition dans son atelier. Oh, il n'y a rien de nouveau chez lui, mais les canotiers ne sont pas mal. Le jury n'aurait pas dû l'écarter. Au jury, maintenant, c'est le règne de la médiocrité, Cabanel, Bonnat, etc. » Hein, donc le jugement qu'il porte sur Cabanel, c'est celui qu'on porte encore sur ce peintre qui avait une très bonne technique, mais qui faisait des sujets assez mièvres, il faut le reconnaître. Alors lui, à Paris, bon, bien sûr, il va essayer de peindre des scènes de genre parisiennes. Ce tableau aurait sa place certainement au musée Carnavalet, à côté des tableaux de Béraud de la même époque, à ceci près que je trouve que les personnages représentés ici ressemblent plus à des caricatures, puis ils ont un type un peu asiatique, hein, qui surprend. On n'a pas l'impression de voir des titis parisiens. Hein. Seul le bonimenteur au milieu a un visage qui nous paraît un peu plus parisien, mais le reste, là, franchement, bon, hein, il faut lire l'étiquette, la légende pour savoir qu'on est à Paris, autrement on le croirait pas. C'est plus ici une caricature. Hein. On peut dire que là, il n'a pas vraiment capté l'air du temps, même s'il nous a rajouté une colonne Maurice pour nous dire qu'on est à Paris. En revanche, ce tableau de la fille du pêcheur qu'il a peint pendant son séjour à Normandie, à Veules-les-Roses, alors là, il nous parle beaucoup plus, hein, cette fillette en haillons. Alors vous voyez comment l'arrière-plan est juste esquissé, hein, avec ce champ de coquelicots qui a une petite touche presque justement impressionniste, pourrait-on dire. Hein. Et au contraire, alors vous voyez aussi qu'il a signé là en français.
avec un R, Répine. Si tout à l'heure on voit une autre signature, vous verrez que bien sûr sa signature en cyrillique est tout à fait différente. Et vous voyez les haillons de cette pauvre fillette, qu'il a peint, dont il a fait un sujet en lui-même, et le visage triste, mélancolique, mais extrêmement présent. Alors vous voyez là l'humanité qu'il arrive à saisir, tout ce qu'il saisit à travers le regard de cette fillette. Les haillons, il les a traités d'une manière picturale, il a sans pathos, on peut dire. Le visage aussi, il n'y a rien d'exagéré, mais elle est toujours présente. 100 ans après, elle est toujours là. Donc ça, c'est le grand portraitiste. Visiblement, on le voit. Et à côté, on a des notes qui nous ramènent à quelque chose de plus terre à terre. Il dit dans sa correspondance, « Ah, j'ai payé 1 franc la séance. » Et elle était contente. Et il a l'air très fier de connaître maintenant vraiment le prix. Parce que comme il arrive, comme tous les étrangers, quand on n'est pas chez soi, on ne sait jamais si un service vaut 1 franc ou 10 francs. Et on n'a pas envie d'exagérer dans les prix qu'on paye pour ne pas être pris pour un imbécile. Et on préfère laisser des bons pourboires quand il le faut. Mais on connaît tous ce sentiment-là. Mais vous voyez un peu le fossé qu'il y a entre ce qu'il a peint et cette réflexion un peu mesquine en disant « Ah ben j'ai payé qu'1 franc la séance ». Autre portrait qu'il peint pendant son séjour parisien, c'est celui intitulé « La femme noire ». Alors bien sûr, lui, en Russie, en Ukraine, il n'en voyait pas. Et en France, à ce moment-là, les orientalistes tiennent le dessus du pavé. C'est la colonie, les conquêtes coloniales du Maghreb. Donc, c'est un sujet plus naturel qu'on trouve en France. Mais vous savez qu'en France, il y avait beaucoup de peintres qui peignaient des normandes qu'ils habillaient avec des costumes orientaux. Tandis que là, lui, au moins, il a pris une autochtone. Alors, vous voyez la facture qui est magnifique sur le tapis, sur le costume. Les pièces d'or qui sont... Alors, c'est différent, vous voyez, au niveau des pièces d'or, là, il y a beaucoup plus de détails, tandis que le reste, c'est à grands coups de brosse. Et le visage, là aussi, est très détaillé. Et regardez encore une fois le regard. Le regard de cette femme, qui envoie un regard très dur, là aussi empreint d'une certaine mélancolie et d'une certaine revendication. Là encore, un regard très fort. Alors ce tableau, lui, en 1876, il a été reçu au Salon. Manet avait été écarté, il trouvait que c'était injuste, mais lui, Répine, alors voyez ici la façon dont c'est réalisé, avec à la fois beaucoup de détails et des grands coups de brosse, lui, Répine, a été reçu au Salon et il a eu du succès. Donc c'est pour dire qu'il y a toujours cette dualité, il y a à la fois chez lui un côté académique, il ne renie pas ce qu'il a appris à l'académie, il ne renie pas non plus sans doute ce qu'il a appris comme peintre d'icônes, et en même temps il se tourne vers la modernité. Et pendant son séjour, bien sûr, sa patrie lui manque, et il peint ce grand tableau sur un thème typiquement russe, c'est tiré d'un conte russe. Et ça s'intitule « Sadko dans le royaume sous-marin », une grande toile de 3,25 m de haut sur 2,30 m de large, qu'il a commencé en novembre 1973, un mois à peine après son arrivée à Paris. C'est pour dire à quel point ses racines russes comptent pour lui. Alors Sadko, c'est un riche marchand de Novgorod, tombé dans le royaume sous-marin du tsar des mers, et qui est invité à choisir entre plusieurs fiancées de tous les pays et de toutes les époques. Alors vous voyez qu'il y a même des sirènes, une femme ici qui a des jambes qui ressemblent un peu à des queues de pieuvre, et lui, il préfère choisir la petite paysanne russe. Là, il choisit finalement Tchernavouchka, la petite paysanne russe. Donc ça, c'est un conte russe, et vous voyez en même temps le message qu'il fait passer. Il est ébloui par tout ce qu'il voit à Paris. Il dit ici, les gens ont 100 idées à la minute, ça n'a rien à voir avec la Russie, évidemment. Et en même temps, il a la nostalgie de sa Russie natale et du peuple russe, et des petites paysannes russes. Donc, bon, là aussi, c'est quelque chose, ça me fait beaucoup penser
à Tolstoï, à ce qu'on peut lire dans Guerre et paix et dans d'autres romans de Tolstoï, où le peuple est si présent, hein, où cette âme russe est si présente. Alors, bien sûr, pour réaliser ce grand tableau, là encore, il faut des commanditaires. Et là encore, il va trouver un des fils du tsar, le grand-duc Alexandre Alexandrovitch, donc le futur tsar lui-même, qui sera Alexandre III, qui passe la commande, ce qui permet à Répine d'achever son tableau en 1876. Très beau tableau, très onirique, hein, que j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup aussi le fait qu'il représentait des fonds marins à une époque où il n'y avait pas de scaphandrier autonome et où ça peut nous paraître encore presque réaliste, hein, disons. Vous voyez là, c'est une sirène, hein, manifestement. Bon, voilà, un tableau. En même temps, ça me fait penser aussi ce personnage à des personnages de Chagall. Hein. On est un peu dans cette atmosphère-là. Alors, c'était quelque chose qui plaisait à l'Académie, parce qu'au fond, c'est un sujet mythologique. Donc, vous voyez les deux attirances. Il faut dire un mot maintenant de Pavel Tretiakov, qu'on avait rencontré lors de la conférence précédente sur les frères Morozov, parce que c'est le premier grand collectionneur russe. Hein. Et Pavel Tretiakov, qui en 1856 avait été ébloui par la National Portrait Gallery créée à Londres à cette date-là, et qui avait décidé de faire aussi la Galerie nationale des portraits russes. Et quand il trouve Répine, quand il voit ses talents de portraitiste, eh bien, il va faire souvent appel à Répine pour réaliser des portraits et aussi des scènes de genre comme celle des Haller de la vodka, qui représentent là aussi la Russie. Donc Pavel Tretiakov, dans ce portrait date de 83, peint par Répine, va nouer une amitié et va suivre toute la carrière de Répine, et ils vont avoir une énorme correspondance qu'on a conservée. Donc Tretiakov demande à Répine, lorsqu'il est à Paris, de peindre le portrait de Tourgueniev. Tourgueniev, à ce moment-là, est considéré comme un des plus grands écrivains russes, et il vit en région parisienne, il vit à Bougival. Vous savez qu'on peut visiter la datcha de Tourgueniev à Bougival. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est pas très loin du château de Monte Cristo. Hein. Parfois, on les associe. Hein, le château de Monte Cristo, qu'on ira voir la semaine prochaine. Hein, mais moi, je l'ai dans ma mémoire, ils sont côte à côte. En fait, ils ne le sont pas, mais je les associe toujours. Alors, Tourgueniev, lui, vivait dans sa datcha, mais aussi à Paris. Il vivait dans sa datcha avec Pauline Villardot. Pauline Villardot, c'est une très grande cantatrice. C'était la sœur de la Malibran. Alors, la Malibran, on la connaît parce qu'il y a les stances à la Malibran. Non, je ne sais plus, c'est de Musset oui, je crois que c'est de Musset ou de Vigny, je ne sais plus. Hein. Bon. La Malibran, on la connaît pour ça. Et Pauline Villardot était aussi bonne cantatrice, si ce n'est plus, mais elle est morte moins jeune. Et c'était aussi une grande musicienne. Et chez Tourguenieff, elle rencontrait aussi Georges Sand. Georges Sand qui avait une passion amoureuse pour Pauline Villardot, qui voyait en elle une espèce de... C'était son idéal. Et elle s'est inspirée de Pauline Villardot dans beaucoup de romans, et en particulier dans un de ses romans les plus célèbres qui s'appelle Consuelo, qui raconte l'histoire d'une jeune cantatrice qui voyage sur le Danube avec le jeune Haydn, qui a à ce moment-là 14 ou 15 ans. Donc, et c'est l'occasion pour Georges Sand de développer toutes ses idées féministes et en même temps tout son amour de la musique. Vous savez que Georges Sand, dans son château de Nohant, arrivait à organiser des représentations du Don Juan de Mozart avec l'aide de Chopin et de quelques amis et de Pauline Villardot, évidemment. Donc je fais cette parenthèse sur le monde musical parce que Répine accordait énormément d'importance à la musique et connaissait tous les grands musiciens russes
de son époque avec qui il était ami. Et là, grâce à Tourguenieff, il va rencontrer non seulement Pauline Viardot, mais aussi Camille Saint-Saëns et donc découvrir la musique française de cette époque. Donc ce tableau, vous voyez là aussi, il y a une forte présence, ça rappelle un peu le tableau de Stassov. Néanmoins, ni Répine ni Tourguenieff n'ont été satisfaits du résultat parce que, vous le remarquez, Tourguenieff a un regard un peu dur là-dessus. Hein. Donc ni l'un ni l'autre n'était pleinement satisfait de ce tableau qui néanmoins occupe une place d'honneur à la galerie Tretiakov. Alors remarquez bien le fauteuil, un cuir gaufré sur lequel Tourguenieff est assis. On retrouvera une chaise avec la même décoration un peu plus loin. Autre tableau toujours de la période parisienne, une Ukrainienne à Paris, en costume folklorique ukrainien. Eh bien oui, à Paris, il y avait une communauté, une diaspora russe, bien évidemment. Et ils allaient à la cathédrale russe, à l'office orthodoxe tous les dimanches. Et aussi, ils rencontraient les nounous, les nourrices russes qui élevaient bien sûr les enfants de toute cette diaspora. Donc il fallait bien s'occuper de tous ces enfants. Hein. Et parmi elles, bien sûr, il y avait des jeunes femmes comme cette belle Ukrainienne avec typique ces bouquets de fleurs des champs et d'épis de blé dans les cheveux. Hein. C'est quelque chose, ça qu'on retrouve même encore de nos jours. Je m'intéresse à une photographe canadienne, qui est une photographe de portrait, et justement, elle avait fait une série de photos avec des modèles ukrainiens il y a 2 ou 3 ans, et ils avaient comme ça, elle portait dans les bras, sur la tête, des bouquets de fleurs tressés avec des épis de blé. Hein, voilà. Donc vous voyez, il est à Paris et il peint, à part quelques sujets bien parisiens, il perd avant tout son amour de la Russie et de l'Ukraine. J'avais sauté cette photographie où on reconnaît Répine ici. Cette photographie qui représente le groupe des peintres de la Société des expositions artistiques ambulantes, on les appelle les ambulants. Hein, alors en fait c'était l'exposition qui était ambulante, mais c'était aussi les peintres qui voyageaient pas mal dans l'Empire russe, hein, parce qu'ils avaient une volonté de réalisme. Hein, et en même temps, d'accorder une dimension sociale à leur peinture. C'est pour ça que je vous avais parlé aussi de Courbet au début. Je trouve que ça fait penser, avec 30 ans d'écart, hein, c'est 30 ans plus tard, au réalisme aussi social de Courbet. Courbet, en 1870, qui était le ministre de la Culture de la Commune, pour ainsi dire, hein, et qui a participé à l'abattement de la colonne Vendôme. Hein, bien sûr, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, et il l'a payé très cher par la suite. Mais c'est une autre histoire. Disons, c'est le même courant qui se veut réaliste. C'était aussi ce que prônait Zola, ce que Zola attendait au fond des impressionnistes. Il a été un peu déçu parce qu'ils sont partis dans une autre voie, plus art pour l'art, ce qui a expliqué, bien sûr, l'attitude qu'il prend, l'attitude très négative qu'il prend dans son roman L'œuvre. Alors, en 1863... il y a une révolte à l'Académie de peinture parce qu'on leur demandait, comme chaque année, un sujet mythologique. On leur demandait là un sujet de mythologie scandinave. Et les élèves de fin d'année, qui devaient réaliser ces grands tableaux comme celui qu'on a vu pour Répine, eh bien, ils n'acceptent pas, ils voudraient traiter un sujet russe contemporain. Et donc, à la veille de leur examen, ils démissionnent, ils font sécession et ils quittent l'Académie. Ce geste fort, parce que ça veut dire aussi qu'ils risquent de ne pas gagner leur vie comme ils l'auraient gagné s'ils avaient obtenu leur diplôme d'académicien. Donc ils sont 14, ils forment une coopérative, on appelle ça un artel, et le chef de file, c'est Kramskoï. Alors Kramskoï, dont j'avais évoqué le nom à propos des frères Morozov, parce que c'est lui qui va amener les frères Morozov en bateau sur la Volga, pour un voyage qui les conduira jusqu'au Caucase, pour leur apprendre vraiment à connaître le peuple russe et à peindre sur le motif. Donc c'est un personnage bien sûr très important, et à quelques années de là,
il va fonder la Société des expositions artistiques ambulantes pour faire connaître leur message. Dire, nous, on peint la Russie telle qu'elle est aujourd'hui, et on la fait connaître dans toutes les villes russes. Donc, la première exposition qui a lieu en 70, elle commencera à Moscou, elle ira à Saint-Pétersbourg, mais elle ira aussi à Kiev, à Kharkov, à Odessa, à Kazan et à Riga. Donc, les grandes villes russes de cette époque, hein, sachant que tout le reste, ensuite, la Sibérie, tout ça, il ne faut quand même pas exagérer, on ne risque pas de pouvoir y aller à cette époque-là. Même aujourd'hui, c'est encore difficile. Donc, ça, ce sont, on peut dire, presque des peintres dissidents. Hein. C'est quelque chose de tout à fait, d'opposé à la peinture, à l'Académie des Beaux-Arts. Et tout de suite, bien sûr, ils vont demander à Répine d'y participer, parce que les Haller de la Volga, dès les premières expositions, ça va être une des toiles qui a le plus de succès parmi les œuvres présentées par les ambulants. Et Répine, au bout de quelques années, adhérera à la Société des ambulants, puis s'en retirera, mais il continuera tout au long de sa vie, de 70 ou de 73 jusqu'en 1900, à exposer avec les peintres ambulants. Après 1900, les peintres ambulants seront, bien sûr, passeront au second plan, parce qu'il y a d'autres mouvements picturaux qui prendront le devant, hein, ne serait-ce que l'Art Nouveau, qui arrive aussi en Russie, bien sûr. Et ensuite, en Russie, on aura des peintres comme Malevich, Kandinsky, qui nous amèneront vers l'art abstrait. Donc c'est tout à fait autre chose, bien sûr. Mais cette Société des ambulants joue un rôle très important et le pouvoir va garder une attitude un peu ambivalente avec eux parce qu'ils ne seront pas mis à l'écart. Parce que la façon dont ils exaltent le peuple russe et l'âme russe, le nationalisme qui se dégage au fond de cela, ça plaît au gouvernement. Le message plus socialiste, bien sûr, ne plaît pas, mais le côté nationaliste, lui, plaît. Donc, ils seront choisis aussi pour représenter la Russie dans les expositions internationales. Hein. Donc, vous voyez, il y a une certaine ambivalence. Et celui qui la représente mieux, cette ambivalence, c'est Répine. Les peintres ambulants, Catherine et moi, nous les connaissons parce que nous avions une amie polonaise qui, en 1984 ou 85, nous avait offert un livre sur les peintres ambulants. C'était une édition française, soviétique, hein, d'un livre qui avait quelques années de plus, et donc qui, bien sûr, accordait beaucoup de place aux ambulants parce qu'ils représentaient, on peut dire entre guillemets, le réalisme socialiste. Et ensuite, pendant toute l'époque soviétique, on va les prendre en exemple. Et dans ce livre, dans l'introduction de ce livre, sur les 15 pages d'introduction, il y en a 10 qui sont consacrées à Répine. Et dans le corps du livre, parmi les reproductions, Répine aussi se taille la part du lion. Malheureusement, on n'appréciait pas énormément, on n'appréciait pas la beauté de ces peintures, parce que les reproductions en couleur soviétiques en 1974, c'était pas quand même vraiment excellent. Hein. Donc, voici encore alors les grands succès des ambulants, qu'on trouve tous à la galerie Tretiakov, comme le portrait de l'archidiacre. Alors l'archidiacre, c'est l'équivalent un peu d'un Suisse dans les églises françaises de 1900. Vous savez que les Suisses, ces espèces d'hallébardiers qui se trouvaient devant les églises et qui étaient chargés d'assurer un peu l'ordre et la discipline à l'époque où les offices étaient quasiment obligatoires. Tout le monde n'avait pas la même motivation, bien sûr, donc il fallait parfois rappeler un peu les fidèles à l'ordre. Et en Russie, c'était encore plus le cas, et c'était de véritables pères fouettards. La canne qu'ils tiennent dans les mains, c'est pas pour taper par terre, c'est pour taper sur le dos de ceux qui ne se tenaient pas tranquilles. Donc ils avaient une très mauvaise réputation, et là on voit ce personnage absolument colossal, qui paraît-il avait une puissante voix de basse, et qui était une véritable terreur. Donc, un portrait qui avait énormément de succès parmi les ambulants, mais qu'on n'osait pas envoyer dans les expositions internationales parce qu'on avait un peu honte de ces pères fouettards
qu'on avait dans les églises russes. Regardez ce regard. Regardez le regard, regardez aussi la façon dont c'est peint. Hein. Regardez la puissance qui se dégage de ce tableau. Autre tableau dans le même genre, intitulé L'homme au mauvais œil. Alors l'homme au mauvais œil, en fait, c'est le mari de la marraine d'Eurépine. Mais lui aussi, il a un regard absolument terrible. Et là, vous appréciez mieux aussi le travail du peintre. Regardez les grands coups de brosse, là, sur le front, ici, hein, autour des yeux. Et en même temps, la présence. Hein, voilà. Donc, un tableau. Alors, celui-là, bien sûr, il est sorti. Il a été présenté à l'exposition universelle de 1978 à Paris. Et il a eu un immense succès pour le aussi bien auprès du public qu'auprès des critiques. Hein. Donc, vous voyez, là, c'est des tableaux très, très forts, hein, bien sûr, et qui représentent pour nous, finalement, les archétypes d'une certaine Russie. Hein. Alors là, on y arrive encore plus. Un très grand tableau intitulé « La procession religieuse dans la province de Koursk ». Vous voyez, 2,86 m de large. Alors vous voyez la virtuosité du peintre qui a laissé un premier plan complètement vide. Et là, quand on s'approche, chaque personnage est complètement typé, réalisé avec soin. Alors, vous voyez la procession, vous voyez cette bourgeoise qui porte là, ici, une icône, là, comme le Saint-Sacrement, entourée de gardiens. Le prêtre, alors, c'est, dans un costume sacerdotal, et là, d'autres religieux qui portent la châsse de la sainte qu'on promène dans cette procession, et vous voyez, qui essaie complètement sur le côté. Le sujet, ici, ce n'est pas un sujet religieux. Le sujet, c'est le peuple, la ferveur populaire, hein, et de cette procession, où il faut canaliser toute cette foule, où ça déborde de tous les côtés. Alors, vous voyez, ce premier plan vide, c'est quand même... C'est d'une audace extrême, hein, c'est une composition très savante. Vous voyez ici tous les personnages, les militaires à cheval, les mendiants qui sont là, au bord, hein. Ici, la chaîne du service d'ordre, les bannières, et les paysans les plus riches, à cheval, et les officiers, avec leurs cravaches. Hein, donc tout le mouvement qu'il y a. Bon, alors là, évidemment, ça c'est un des grands succès des ambulants. Ah oui. Alors, à l'époque soviétique, on disait « Regardez comme le peuple était martyrisé. Hein, ils avancent à coups de knout, hein, alors qu'en fait, bon, il y a une ferveur religieuse certainement réelle, mais en même temps, bon, il faut canaliser tout ça. Et on fait avec... Hein, donc ici, bon, on sent toute cette sauvagerie, hein, presque, qu'il y a dans cette foule. Mais enfin, en même temps, on sait tous que chaque fois qu'il y a une foule, malheureusement aussi, hein, on a comme ça des excès. Autre représentation intitulée Vetchornitsi, il paraît que ça veut dire veiller en ukrainien. Donc là, vous voyez, c'est les moissons, on travaille 12-14 heures par jour, et bien sûr, le soir, les jeunes gens, au lieu d'aller essayer de se reposer et dormir, eh bien, ils vont essayer de faire connaissance, puisqu'on est dans un univers encore où les filles et les garçons sont séparés, et c'est là que vont se réaliser les premières rencontres des futurs mariages. Hein. Alors, pendant que devant, il y en a qui ont des danses effrénées, on voit ici des couples d'amoureux. Voilà. Et puis tout le monde chante et danse. Alors le tableau est très sombre parce que cette pauvre masure est illuminée ici juste par les 2 chandelles qui sont au-dessus des icônes. Vous voyez l'homme qui danse les danses traditionnelles russes, hein, et la femme aussi en le même costume ukrainien qu'on avait vu tout à l'heure, hein,
et qui est en train de danser avec lui, avec les musiciens sur les côtés. Hein. Alors là aussi, c'est quelque chose qui peut faire penser à certains passages de Guerre et Paix, hein, quand le personnage principal, un des personnages principaux, Pierre, s'est retiré dans ses terres et qu'après les moissons, il danse et il joue de la balalaïka avec ses moudjiks, ses serviteurs. Hein. Voilà, on a cette atmosphère typiquement russe. Alors là, on comprend bien que ce tableau a rencontré un énorme succès, hein, et qu'il représente, c'est en même temps un témoignage presque sociologique, et sans doute un peu arrangé, bon, bien sûr. Le tableau le plus célèbre de cette époque, c'est sans doute les Cosaques Zaporogues. Alors, les Cosaques, c'est un peuple nomade d'Ukraine qui vit un peu dans le sud de l'Ukraine. Et la région qu'on appelle Zaporogie, ou la Zaporogue, c'est la région qui est juste après celle du Donbass. Donc maintenant, on sait où c'est. Hein. Donc voilà, c'est là, je regardais sur les cartes, c'est là. Alors ces Cosaques, de tout temps, ils jouaient le rôle de corps franc. Ils n'étaient pas vraiment intégrés dans l'armée, mais ils étaient à côté. Et c'est eux qui repoussaient tous les envahisseurs, les Turcs, les Tartares de Crimée, hein, qui n'étaient pas russes à ce moment-là, qui ont longtemps été Tartares, un peuple, et aussi les Polonais, hein, qui ne se dérangeaient pas pour envahir la Russie lorsqu'ils le pouvaient, et qui passaient bien sûr par l'Ukraine. Donc ces Cosaques jouaient un rôle très important pour la Russie, parce qu'ils contenaient toutes ces invasions qui venaient du sud. Et donc, ils étaient un peu mythifiés. Et ce tableau représente un moment qui n'est pas historique à proprement parler, où les Cosaques, pour se moquer, envoient une lettre d'insulte au sultan turc. Alors, paraît-il, dans cette lettre, il y avait des phrases comme « Espèce de Satan turc, mange la vomissure du diable, toi et ton armée ». Et ça les fait beaucoup rire. Alors, j'ai trouvé cette phrase qui, en petite Russie, ah oui, parce que l'Ukraine, à ce moment-là, depuis Catherine II, depuis 1780, on l'appelle la petite Russie. Hein. En petite Russie, chaque sacristain a une copie de cette lettre, et quand le batiouchka reçoit ses amis, la lettre se lit à haute voix une fois la compagnie éméchée. La compagnie éméchée, on en a une là sous les yeux, hein, pas mal éméchée aussi. Regardez la composition extrêmement savante. Ce coup-ci, le centre du tableau est bien occupé, avec toutes ces trognes, plus hilares les unes que les autres. On voit celui qui est écrit, qui a presque une espèce de tonsure. Hein. Et les autres personnages, vraiment, bon, un tableau plein de vie. Alors celui-là, le tableau, je le connais depuis plus longtemps parce qu'il a beaucoup circulé en Occident, à toutes les époques. Dès qu'on nous parle de Cosaques, on nous sort les Cosaques Zaporogues de Répine, hein, donc, avec ses trognes avinées. Et cette fête, hein, on devait bien s'amuser. Entre deux batailles, un peu de ripaille. L'autoportrait, ici, c'est un dessin qui n'était pas présent à l'exposition, mais que j'ai photographié dans le catalogue pour pouvoir vous montrer à quel point Répine était un habile dessinateur. Et ça, on sait très bien que ce coup de... Là, on est avec un tel coup de crayon. Hein. Ça, c'est quelque chose qui se travaille peut-être, mais c'est aussi quelque chose d'inné. Donc, pour signaler le reste de sa carrière, en 1883, c'est son second voyage en Europe avec son ami Stasov. Là, il va en Allemagne, dans les Pays-Bas, en France, en Espagne et en Italie. Et donc, il voit les musées aussi à ce moment-là. Donc, vous voyez, il a eu sa formation de peintre très jeune en Russie. Et c'est une fois qu'il a déjà son style, hein, puisqu'il a peint les Halles de la Volga, il a peint ses tableaux académiques, qu'il va découvrir toute la peinture européenne qu'on ne peut vraiment découvrir à cette époque-là qu'en visitant l'Europe et en visitant les musées. Et donc il ne va pas se former en copiant les maîtres du passé,
Mais quand il s'arrête au Prado pour copier Velázquez et Titien, c'est pour aller approfondir son métier, hein, et pour approfondir son style, plutôt que de simplement copier celui des autres. Mais bien sûr, il élargit son univers culturel. Alors en 87, il fait un nouveau voyage, ce coup-ci sans Strassov, Vienne, Venise, Florence, Rome, Munich. Ah oui, parce que les œuvres de la Pinacothèque de Munich, on ne peut les voir que comme ça. Et en 1891, il va participer à la commission qui est chargée de rédiger les nouveaux statuts de l'Académie des Beaux-Arts. Donc vous voyez, il reste un académicien et en 92, il est nommé professeur à l'Académie des Beaux-Arts. Et il le restera jusqu'en 1900 ou 1910. Il voudra se retirer, mais ses élèves le rappelleront et il reviendra à l'Académie, parce que bien sûr, il n'était pas tout à fait d'accord avec l'Académie, hein, ça va sans dire. Mais néanmoins, il y a toujours cette dualité chez lui. Et maintenant, nous ouvrons un passage sur les œuvres qui concernent sa famille. Je vous avais parlé du fauteuil en cuir gouffré tout à l'heure de Tourguenieff. Là, vous voyez la chaise qui va avec, sur laquelle on trouve la petite Véra, 1874, donc sa fille aînée, ici sur ce fauteuil, dont le chapeau se confond avec les dorures, et ses cheveux dorés se confondent aussi avec les dorures du fauteuil. Et puis ce tableau absolument adorable sur cette petite fillette, hein, il était peint pour la chambre d'enfant de Véra. C'est sa fille aînée. Il va toute sa vie entretenir une relation particulière avec sa fille aînée. Là, quelques années plus tard, en 77, Nadia et Vera Répina, donc Nadia, c'est la seconde, hein, avec, là encore, vous voyez les petits bouquets de fleurs des champs. Donc on a l'impression que c'est une photographie, ça, hein, cette façon de poser, mais quand on s'approche, regardez comme les visages sont vivants, ils ne sont pas flattés, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ils sont très vivants. Et voyez ce petit bouquet de fleurs des champs, ça encore, hein, quelque chose de typiquement slave. Ce tableau de leur mère, la femme de Répine, Vera Répina, sur un pont à Abramtsevo, donc là encore en Ukraine, près de Tchougouïev. Là, ça pourrait être un peu une œuvre impressionniste, ça pourrait aussi être une réminiscence de Corot dans la façon de traiter le feuillage. Hein, et sa femme, ici, encore très jeune, elle a 24 ans, hein, dans une tenue très élégante, hein, sur ce pont. Autre portrait de sa femme quelques années plus tard, en 82, 3 ans plus tard, Véra endormie, au repos. Donc elle est encore jeune, elle a 27 ans, mais elle a déjà ses 4 enfants. Et vous voyez, comme il a peint son visage, comme il a peint son corps comme une caresse, hein, ce mouvement ondulé. Hein, vous voyez, c'est ici, on sent le corps qui respire, hein, on sent tous les plis des vêtements aussi, un très beau travail. Et voilà, tenez, regardez la signature ici, complètement illisible pour nous, hein, puisque c'est un Répine, on le devine, hein, et jusqu'à la bottine, donc, qui est représentée dans ce mouvement sinueux, empli de sensualité. Bon, ils s'aiment encore, malheureusement, quelques années plus tard, en 90, ils se sépareront. Et il versera une pension à sa femme et il lui laissera aussi sa maison, hein, puisque lui, il en construira une autre avec sa nouvelle compagne, bien sûr. On divorce pas à cette époque-là. Le fils Youri Répine, le troisième enfant, c'est un garçon. Alors, voyez, comme il est représenté, le tapis tient plus de place, a plus d'importance finalement que le bambin. Il deviendra peintre, lui aussi, mais bien sûr, il n'aura pas la célébrité de son père. Hein. Donc voilà ce tableau familial de grande dimension, hein, 1 mètre de haut.
Donc, et là, le père de Répine, toujours à la même époque. Alors là, pour le père de Répine, je vous ai mis à côté le tableau de la mère de Rembrandt, qui se trouve au Rijksmuseum. Hein. Vous voyez la similitude, la mère de Rembrandt en train de lire la Bible, le père de Répine en train de lire la Bible, le même genre de clair-obscur. Hein. On voit, c'est là que je vous dis, on voit comment il sait s'imprégner des maîtres du passé lorsqu'il les découvre et comment il les apprécie. Et en même temps, il garde un style qui est le sien, hein, qui était le sien dès le premier portrait de Stassov, 10 ans plus tôt. Hein. Ce magnifique portrait de Véra, que le peintre a intitulé La libellule, une grande fraîcheur. Véra a 12 ans, l'été, aux environs de Saint-Pétersbourg. Alors ça, c'est un portrait qui représente un moment de détente à l'époque où il peint 2 autres grands tableaux qu'on va retrouver tout à l'heure, après la pause. Hein. Et là, regardez ce visage, si bien représenté, hein, si vivant. Ce superbe portrait. Et toujours la même Véra, mais un peu plus grande. Hein. Maintenant, elle a 20 ans. Encore un très beau portrait, on se croirait en Normandie avec ce paysage, hein, avec, comme dans le tableau de la fille des pêcheurs, la même façon de traiter l'arrière-plan. Et ce visage franc, toujours tourné vers nous, hein, très ouvert. Le traitement de la dentelle et du corsage, les fleurs des champs, toujours présentes. Et le bouquet, surtout à la fin, ce bouquet, là encore, de fleurs de champ. Regardez le bracelet. La façon dont la robe ici est traitée. Ah, j'ai arrêté le zoom. Oups, bêtise de ma part. Voilà. Et le bouquet au bas, qui est très bien réalisé. Voilà, alors nous continuons maintenant avec le portrait de Modeste Moussorgsky. Je vous ai dit que Répine était un passionné de musique. Hein, et donc, il a été ami avec tous les musiciens de son temps. Moussorgsky est un des plus célèbres, bien sûr. Donc, de Moussorgsky, nous connaissons tous La nuit sur le Mont Chauve, le poème symphonique. Nous connaissons aussi les tableaux d'une exposition que Maurice Ravel a orchestré quelques années plus tard, et aussi son opéra Boris Godunov, qui est un des opéras qui se joue le plus encore dans le monde. Hein. Bon, Moussorgsky, c'est un grand compositeur, mais c'était quelqu'un qui avait une fragilité psychologique, qui a eu plusieurs dépressions et qui soignait cette dépression dans l'alcool. Donc, il a terminé dans la démence. Et ce tableau a été peint par Répine lorsqu'il était soigné à l'hôpital militaire. À la fin de sa vie, ce tableau a été réalisé en 4 séances en février 1881. Il est mort en mars. Et ce tableau, là aussi, si vous êtes des amateurs de musique classique, vous le connaissez certainement parce qu'il a été utilisé sur toutes les couvertures de disques depuis 100 ans. Hein. On voit souvent ce tableau pour représenter Moussorgsky. Alors je vais vous demander pourquoi ce regard un peu hagard, ses cheveux en bataille. Et bien voilà, c'est toute la détresse de quelqu'un qui est en train de sombrer. Voilà. Donc, le talent de Répine lui a permis aussi de représenter cela. Hein. Et c'est très différent de ce tableau de César Cui. César Cui, qui est un autre musicien du groupe des 5. Alors le groupe des 5, je l'ai noté parce que je ne m'en souviens jamais. C'est Borodine, Balakirev, Rimsky-Korsakov, César Cui et Moussorgsky. C'est le groupe des 5. Alors là aussi, on entend des œuvres de ces 5 compositeurs chaque semaine à la radio sur France Musique ou sur Radio Classique. On nous passe des œuvres de tous ces compositeurs, hein, les steppes de l'Asie centrale, par exemple, de Borodine.
Et César Cui, lui, il était militaire. Alors tous, ils avaient un métier autre à côté de celui de musicien, hein. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Lui, il était général, ingénieur militaire spécialisé des fortifications. Les fortifications. Mais c'était aussi le théoricien de ce groupe des cinq, hein, qui a mis au premier plan dans leur musique, ils ont mis au premier plan le folklore russe, hein, à travers ses mélodies et surtout ses rythmes. Alors, à l'exposition, il y avait une dizaine de tableaux, peut-être représentant les musiciens, hein. Je vais un peu rapidement. Je vous présente quand même celui de Glinka. Alors, Glinka, c'est la génération précédente. Et Glinka, il est né en 1804, mort en 1857. Répine ne l'a pas connu. Mais on a demandé à Répine, donc ses autres amis ont demandé à Répine de réaliser ce tableau à partir de photographies et de dessins que lui a fournis la famille, hein, sachant que, comme Répine avait peint tous les autres musiciens, eh bien, il fallait aussi qu'il y ait Glinka présent à la galerie Tretiakov. Et il a réalisé ce tableau avec une mise en scène très réaliste, hein, et qui change un peu des autres tableaux. Ah oui, j'ai oublié de dire à propos du tableau de Moussorski, il a été acheté bien sûr par Tretiakov. Et l'argent que lui a donné Tretiakov pour ce tableau, Répine l'a donné à la souscription pour bâtir un tombeau, un monument sur le tombeau de Moussorski. Et ça a été le principal donateur de ce fait. Autre personnage qu'on n'a pas besoin de présenter, c'est Tolstoï. Donc, Tolstoï a été présenté à Répine en 1880 et ils se sont tout de suite très bien entendus. Et Tolstoï a par la suite, dès la première année, invité chez lui en province, dans son domaine de Yasnaya Poliana, il a invité Répine qui a réalisé ce tableau en 3 séances. Regardez le regard, là encore, hein, la présence. Hein. Alors Tolstoï, dans son costume de paysan russe, hein, bien évidemment, bon, on lui a coupé les pieds, on ne sait pas s'il était pieds nus, parce qu'il se promenait aussi souvent pieds nus. Hein. Tolstoï aussi, qui était une force de la nature, hein, et qui était un grand mystique. Alors, il était mystique à tel point qu'il a été excommunié, parce qu'il avait une religion un peu trop déviante. Vous savez qu'à 75 ans ou 80 ans, il s'est mis à apprendre le grec. Hein, voilà, ça nous donne de l'espoir. Hein, et en même temps, à 70 ans, il maniait la charrue comme n'importe quel paysan. Et regardez comment il laboure. Hein, il a une charrue ici, avec un cheval qui tire une charrue. Il en tient un autre par le licol qui passe la herse derrière. Vous voyez, donc voilà, ça c'est typiquement russe. Alors vous voyez, le tableau précédent était de grande dimension. Celui-là, c'est un petit tableau de 28 sur 40. Alors, qui était dans un cadre immense, donc je ne vous ai pas mis la photo du cadre, hein. Mais donc c'est un tout petit tableau, et là encore on voit la virtuosité quand on voit ces détails. Donc je vous dis là, c'est grossi 20 fois par rapport à l'original. Et bon, Tretiakov l'a acheté aussi, bien sûr, mais Répine en tout a fait 70 portraits peints ou sculptés de Tolstoï, puis tout au long de leur amitié, hein, qui a duré jusqu'à la mort de Tolstoï en 1910. Et Répine a demandé la permission à Tretiakov de faire copier, de faire réaliser une gravure d'après son tableau. Et il a diffusé énormément cette gravure, ce qui plaisait beaucoup à Tolstoï aussi. Et donc cette gravure était très connue en Russie, puisque c'était l'image même que Tolstoï voulait donner de lui-même. Il y avait à l'exposition plusieurs tableaux de Tolstoï. Hein, je n'ai sélectionné que celui-là. Donc, lors de son deuxième voyage à Paris, en 1883, Répine assiste au rassemblement annuel devant le mur des fédérés au Père-Lachaise. Hein, donc, je vous ai déjà parlé de ses penchants socialistes. Hein, et donc, vous savez que sous la Troisième République, on entretenait la mémoire... Enfin, les progressistes, les socialistes entretenaient la mémoire des fédérés, de ceux qui ont été fusillés
à la fin de la Commune par les troupes versaillaises de Thiers. Donc avec son ami Vladimir Stassov, il s'est rendu à cette cérémonie et il a écrit à ses amis restés en Russie. On applaudissait, les chapeaux volaient et les cris « Vive la révolution sociale, vive la Commune !» emplissaient l'air et entraînaient la foule passionnée. Donc on sent ici cette ferveur populaire. Vous voyez là encore comment il a représenté. Donc son militantisme social existe toujours. Alors ça, on peut dire que c'est un tableau qu'il peint pour lui-même et que Tretiakov a encore acheté, comme le suivant. Mais le suivant, il est dans un genre tout à fait différent. La Réunion, alors là, on voit, ce sont des comités, on a l'impression d'être dans un comité révolutionnaire. C'est l'époque où certaines branches de ces intellectuels d'avant-garde se radicalisent et où Lénine et les autres révolutionnaires créent leur mouvement spécifique. Et c'est aussi l'époque où certaines branches de ces mouvements-là perpètrent des attentats dans toute la Russie. Donc là, ici, on a vraiment une atmosphère de complotiste, un tableau très sombre, alors qui était très difficile pour moi à photographier, parce qu'il était très très sombre, peut-être légèrement éclairci, ici non, peut-être pas. Et vous voyez chaque personnage qui est représenté, en particulier le personnage central, là, avec ses cheveux roux bouclés et ses petites lunettes. On entend mal. Bon, là, voilà, je suis désolé, je crois que mon micro est mort. Il va falloir que j'en commande un autre. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, voilà, je vous laisse voir une dernière fois ce tableau. Alors, là aussi, gros succès, là encore, pour les ambulants. Et en même temps, ça faisait un peu grincer les dents au pouvoir. Parce que, tout de même, voilà, on a l'impression de voir un peu... quelqu'un entre Trotsky et Lénine, finalement, là, vous avez sans doute un avocat qui a encore sa cravate. Voilà ce tableau des conspirateurs, pourrait-on dire, sont représentés ici. Donc on comprend aussi pourquoi le régime soviétique portait Répine au pinacle. Autre tableau de cette époque, peint quasiment la même année, Ivan le Terrible et son fils, le 16 novembre 1581, c'est le jour où Ivan le Terrible tue son fils qui était dément aussi, et il le tue avec cette canne qui est là, et avec laquelle il a fracassé le crâne. Après quoi, bien sûr, il le prend dans ses bras pour le consoler. Pathétique, vrai ou pas vrai, ça peut se discuter, on n'a qu'un seul témoin qui a rapporté ça 10 ans plus tard. Et bien sûr, ça ne plaît pas au pouvoir, c'est parce que ça montre toute l'erreur, toute l'incohérence d'un système héréditaire, parce que ça peut amener des malades mentaux au pouvoir. Mais ils arrivent malheureusement à prendre le pouvoir sans ça. Donc ce tableau, bien sûr, avait du succès, une partie du public, mais les gens conservateurs, bien sûr, le rejetaient. Et en 1913, ce tableau, qui était à la galerie de Tretiakov, bien sûr, a été poignardé par un déséquilibré. Comme toujours dans pareil cas, on nous explique que ce sont des déséquilibrés. Et Répine, qui était bien sûr encore en vie, a été chargé de le restaurer, ce qu'il a fait. Moyennant quoi, en 2018, un autre déséquilibré a de nouveau poignardé le tableau, et qui, entre-temps, avait bien souffert des outrages du temps et qui a été restauré pour l'exposition. L'exposition a été mise dans une petite pièce à part, avec une musique assez angoissante. J'avoue que je ne m'y suis pas trop attardé. Je pense que Catherine n'a pas voulu le voir. C'était quand même très difficile à supporter. Alors là, le tableau qui était en couverture dans le livre sur les ambulants dont je vous ai parlé, intitulé « Il ne l'attendait plus », c'est le retour d'un prisonnier politique amnistié, parce qu'en 1883, il y a eu une nouvelle amnistie des prisonniers politiques par Alexandre III. Et ça, donc, ce tableau, alors là, on voit les enfants, l'aîné, sans doute, le garçon qui reconnaît son père, tandis que la fillette se demande quel est cet étranger.
Là, au premier plan, on ne sait pas si c'est la mère ou la femme du prisonnier. Au fond, derrière, c'est une jeune fille, donc c'est pas ça. La bonne qu'il introduit, qui se demande si elle a bien fait de le laisser rentrer, et lui qui arrive avec ce regard d'un homme détruit. Bon, voilà, alors c'était pas encore le goulag, hein, mais ça y ressemblait presque. Hein, voilà, alors ça aussi c'est une image de la Russie, hélas. Hmm, voilà. Alors bien sûr, bon voilà, donc c'est un tableau très fort, hein, très fort. Hmm. Et vous voyez tout le sens de la composition, de la mise en scène, et tout ce que nous raconte ce tableau, hein. Et là encore, comme les portraits sont d'une présence absolument remarquable, hein, on est loin de toute caricature. Donc voilà, voilà ce tableau donc, qu'il préparait en même temps que Ivan le Terrible, qu'en même temps que celui sur les complotistes, et qu'en même temps que sa grande commande pour le tsar. Parce que par-dessus... Alors vous voyez aussi hein, la dualité. En même temps, il reçoit la commande officielle pour un tableau qui représente un des moments forts du couronnement du tsar Alexandre III. Il y a eu 14 jours de fête pour le couronnement. Et là, c'est le moment où le tsar reçoit les représentants des paysans de l'Empire. Alors donc ici on voit le tsar, très fier, deux pas derrière sa famille, avec le tsarevitch, la fillette qui est remarquable, la tsarine. Là, des militaires. Tenez, ici, là, vous apercevez, c'est Répine, en train de peindre le tableau, enfin de prendre des croquis. Bon, il n'était pas là, hein, en fait. Il n'était pas là. Et ici, regardez là encore le coup de génie de Répine. Les personnages du premier plan sont tous de dos. Et ce sont tous des paysans massifs. C'est le peuple qui dresse un mur entre nous et le tsar. Hein. Alors là encore, vous voyez l'image. Hein, et en même temps, bon, c'est accepté, c'est une commande officielle. Donc il a fallu discuter quand même pour faire cette représentation. Et comme d'habitude, tous les portraits ici, tous plus individualisés les uns que les autres. Hein, donc très très beau tableau officiel. Vous voyez comme la peinture la plus officielle peut être de la grande peinture quand on a le génie hein, qu'avait Répine. Alors là, je crois que oui, c'est maintenant. J'ai fait un zoom, un travelling uniquement sur le cadre. Hein, là, bon, en général, je ne vous présente pas les cadres, parce que les cadres, ils ont été faits après coup, c'est pas le peintre qui les décide. Mais celui-là de cadre, il est tellement lourd, tellement monumental. Et alors, il représente, alors bien sûr, à travers les animaux mythiques qui rappellent l'or des sites, hein, les sites, les tombes sites qu'on redécouvre à cette époque-là. Donc il y a un côté un peu archéologique là. Hein. Et puis les blasons de toutes les provinces, etc. etc. Mais bon, le tableau monumental, hein, 4,90 m de large. Et alors, il était présenté dans une pièce qui était guère plus grande que celle-ci, ou peut-être de la dimension de celle-ci. Donc il occupait toute la pièce, hein, d'où les difficultés. J'ai dû me battre un peu avec l'éclairage. Hein. C'était pas facile. Là encore des détails sur ce tableau. Alors je trouve que ce tableau, il est intéressant en plus d'un titre, hein, puisqu'on a d'un côté là cette famille, tout l'arrière-plan. Regardez au fond, là, les oriflammes sur le palais. Et devant, ce mur de paysans. Ah oui, oui, oui. Ben, tous ont le regard tourné vers l'empereur. Et lui, il s'adresse à la cantonade. Hein, et effectivement, il a le regard au-dessus. Au-dessus. Il les harangue, hein, pour employer l'expression qu'on aurait certainement employée à l'époque. Regardez le tsarevitch. Le tsarevitch qui deviendra tsar à son tour, Nicolas II. Alors, il y a ce jeune homme timide, on le sent ici, hein, il vient d'être nommé tsar, et il se tient comme un collégien, très éloigné de son trône,
Même le soleil n'arrive pas au pied du trône. Hein. Ça semble être une œuvre prémonitoire. Là encore, l'hérédité, c'est bien beau, d'être roi, d'être tsar héréditaire, mais bien sûr, il ne sera pas à la hauteur de la situation qui pourrait l'être. Il faut quand même être. La situation était terrible, hein, et donc ça va se terminer tragiquement, comme on le sait, et cette tragédie, le peuple russe la paye encore aujourd'hui. Bon, Répine, à côté de ça, réalise des tableaux pour l'aristocratie, puisqu'il est reçu dans tous les salons. Je vous dis, l'intelligentsia, c'est un mot qui veut bien dire ce qu'il veut dire, en Russie. Et voilà la fameuse baronne Varvara Iskuld Hildenbrandt. C'est le nom qu'elle a eu après son deuxième mariage. Alors, très belle femme. Femme de lettres. Elle écrivait des romans, elle a écrit plusieurs romans en français. Et son salon était le salon le plus prestigieux de Moscou, de Saint-Pétersbourg. Regardez la finesse de sa taille. Oui. Elle porte le costume des étudiantes de l'université de Moscou, mais elle le porte bien sûr comme une reine pourrait le porter. Hein. On a l'impression, ça fait penser au tableau de la comtesse Greffule, hein, celle qui a servi de modèle à Proust pour la recherche du temps perdu, pour son personnage de la duchesse de Guermantes. Hein. On voit la grande dame, hein, absolument magnifique, encore grandie par cette tenue. Elle était surnommée la baronne rouge. Elle recevait chez elle Gorky, Tchekhov, Répine. Hein. Et alors bien sûr, elle s'est exilée à la Révolution en Finlande, puis en France. Elle est enterrée, je ne sais plus si c'est au cimetière de Montmartre ou du Père-Lachaise. Hein. Et donc voilà, la grande dame qui faisait rêver tous les Russes. Ici, une pianiste. Alors, il n'a certainement pas eu de liaison avec la baronne rouge. Est-ce qu'il en a eu avec cette pianiste? Moi, quand je vois ce tableau, je me dis peut-être. Hein. Parce que, quand même, c'est un peu aguichante, là. Hein. Donc, regardez la beauté des dentelles. Hein. Regardez la peinture, comment on s'est fait. Hein. Donc, la pose très, très engageante, très provocante de cette jeune femme qui était une grande pianiste, une élève de Liszt. Alors là aussi, élève de Liszt, bon, il y a de quoi nous faire beaucoup de films romantiques là-dessus. Et ce regard, et derrière le bouquet de fleurs. Alors, ce tableau, Répine l'a peint lorsqu'il était en séjour dans le château de Bavière de cette célèbre pianiste internationale. Alors que celle-là, Natalia Nordman, c'est aussi une de ses conquêtes, c'est celle qui deviendra sa seconde compagne. Alors ici, d'ailleurs, elle est représentée d'une manière plus bourgeoise, plus en compagne, on peut dire, qu'en maîtresse. Et là, ils reviennent, en fait, c'est une photo souvenir. Ils reviennent de villégiature, ils sont allés à Paris pour l'exposition universelle. Et comme cette Natalia Norman était un personnage, c'était la plus féministe des féministes de Russie. Et c'était une photographe, elle était photographe, on peut dire amateur, et Répine vient de lui acheter l'exposition universelle, le dernier appareil photographique Kodak qui vient de sortir et qu'elle arbore ici fièrement dans cette photographie, dans ce tableau réalisé dans le Tyrol autrichien. Alors là aussi, je me suis amusé à vous laisser le cadre, parce que le cadre, là on fait dans le léger. Vous voyez un peu la décoration de ce cadre. C'est un peu le goût, on va dire, de l'époque. Vous voyez aussi le costume de l'époque, qui est aussi un costume très, on va dire, 1900. Le tableau date de 1900. Donc je vous disais, cette Natalia Nordman était aussi une femme écrivaine, militante de l'égalité des femmes, qui avait écrit un opuscule sur la réforme du mariage. Elle était végétarienne, à l'époque où il n'y avait guère que Richard Wagner et elle qui devaient être végétariens. C'est le tout début de cette tendance qu'on connaît encore, qui se développe toujours de nos jours. Voilà. Et
Donc elle va avoir beaucoup d'influence sur Répine et ils vont passer le reste de leur vie ensemble. Alors, quand j'ai préparé cette conférence, en revoyant ce tableau que j'avais aussi photographié, j'ai cru que c'était toujours Natalia. J'ai dit, tiens, elle est un peu plus jolie là-dessus. Vous voyez, elles ont pas presque le même costume. Non, ça c'est la seconde fille de Répine, c'est sa fille Nadia. Donc 1900, même costume, même façon de s'habiller, un peu plus lourde, un peu moins gracieuse que celle de la période précédente. Alors cette seconde fille, elle a eu moins de chance dans la vie que son aînée. Elle avait fait une école d'infirmière. Elle était partie soigner les malades d'une épidémie d'anthrax en Sibérie. Et elle est revenue très affaiblie. Quand elle est revenue, elle a attrapé la grippe. Alors la grippe, à cette époque-là, c'était pire que le Covid de nos jours, hein, vous le savez, hein. Et c'est pas encore la grippe espagnole, mais ça va venir. Et donc, elle avait commencé ses études de médecine, elle va y renoncer, elle n'a plus la force. Et au bout de quelques années, elle viendra vivre auprès de son père dans la maison qu'il s'est fait construire, qu'il appelle les Pénates, qui est près de Saint-Pétersbourg. Alors, cette maison des Pénates, il l'a fait construire à 40 km au nord de Saint-Pétersbourg. Et il l'a fait construire au nom de sa compagne, Natalia Norman. Comme ça, il laissait ses maisons d'Ukraine et de Moscou à sa femme et à ses 4 enfants légitimes pour qu'elle puisse avoir, malgré tout, un héritage si jamais il disparaissait. Et malheureusement, c'est elle qui va disparaître avant lui, puisqu'elle va attraper la tuberculose et elle mourra en 1914 dans un sanatorium en Suisse. Donc on voit, on le sent à travers ce tableau, l'espèce de vie bourgeoise qui va s'emparer de lui à partir de 1900, quand il va vivre avec Natalia Norman. Lui aussi, il a ses forces qui ont décliné. Il a perdu beaucoup d'habileté, beaucoup de force dans sa main droite, celle qui lui sert à peindre. Et donc, il va se mettre à peindre de la main gauche. Et il fera un système, il mettra un système pour que sa palette soit accrochée à sa ceinture, là devant lui, comme ça. Et puis finalement, il peint de la main droite et de la main gauche. Les œuvres de cette période ne sont pas les plus intéressantes, et je n'en ai retenu qu'une, qui est la dernière que je vous présente. C'est ce tableau intitulé le 17 octobre 1905, qui a été réalisé entre 1907 et 1911, qui représente encore un moment d'amnistie dans cette Russie si tourmentée. Alors il y a eu une amnistie et c'est aussi la première fois qu'on accorde une constitution aux Russes. C'est la première constitution russe. 1905, 17 octobre, vous le lisez aussi bien que moi. Hein, le cyrillique est ce qu'il est. Et vous voyez ici ce personnage qui brandit les chaînes dont on vient de le libérer. Donc là encore un message d'espoir, un message très positif dans un tableau avec des couleurs très claires, très festifs. Hein, vous voyez ce bouquet ici. Malgré tout, quand on s'approche au premier plan, il y a beaucoup de portraits individualisés, donc il y aurait moyen sans doute de connaître le nom de ces personnages, comme il n'était pas précisé dans le catalogue. Je ne les connais pas. Regardez ici, comme ils sont présentés. Là, une trogne digne des Cosaques Zaporogues et des enfants. Hein. Là, il pense bien sûr à l'avenir et il met des enfants au premier plan, avec un soldat ici qui chante l'hymne national, des femmes aussi bien représentées, dans un costume très vaporeux. Et puis on arrive là, finalement, sur le visage de l'intellectuel pensif, hein, qui se demande où tout cela va mener, ou qui prépare déjà les plans pour l'avenir, qui sait. Donc, nous sommes en 1905. En 1917, c'est la fameuse Révolution. La Révolution qui, bien sûr, prend un tournant très radical très vite,
et Répine désapprouvera complètement. Il va parler des voyous bolcheviques, et lui-même, au Pénat, va se retrouver en territoire finlandais, parce que c'est là que passe la frontière. Il va se retrouver en territoire finlandais. Les soviétiques, pendant plus de 10 ans, vont lui demander de revenir en Russie, où il sera accueilli comme un héros. Il s'en garde bien. Et sa vie s'achève ainsi paisiblement. Euh, donc, on va terminer là-dessus, sur cette note d'espoir, hein, c'est l'espoir dont on a bien besoin en ce moment. Et je vous remercie pour votre attention.